Après les pluies diluviennes, voici le constat que l'on fait du pont de Sokpelsei ou encore de Rimkieta. C'est une première dans l'arrondissement 3. Sortis nombreux, ces riverains voient en la visite du chef de l'État une lueur d'espoir. Le président du Faso a marché sur le pont. Il a constaté de visu l'état des routes. Il agira. Ce sont les propos que l'on pouvait entendre de part et d'autre venant de la foule. Que dire alors de Madame le maire? Vous avez constaté le pont et à 300 mètres d'ici, il y a un autre pont. Et il y en a comme ça au secteur 12, au secteur 13, même au secteur 15. Pour quitter Kilouin, accéder à Rimkieta, il n'y a pas de voie. Il faut faire carrément le tour. Donc si le président a vu tout cela et qu'il veut faire quelque chose pour désenclaver l'arrondissement numéro 3, nous sommes vraiment contents de lui. Nous saluons l'initiative qu'il a eue de descendre sur le terrain, constater de lui-même. Vraiment, c'est une marque de considération que nous apprécions. C'est le temps du changement, précise le président du Faso, et cette visite en est déjà un pas. Après avoir fait une revue de l'ensemble des infrastructures à revoir et vu également globalement la question de l'assainissement de l'eau sur Ouagadougou. Je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de réparer des infrastructures au fur et à mesure. Il s'agit de trouver une solution définitive à la question de la circulation de l'eau. Nous avons fait une première phase en collectant les eaux pour passer par Bangroouego. Mais cette phase n'est pas achevée. Ça reste un goulot d'étranglement parce qu'il y a une troisième phase qui doit permettre encore de ramener l'eau un peu plus loin pour permettre effectivement qu'il y ait une évacuation progressive. Donc il faut que tous ces projets-là, nous puissions les mettre sur la table, rechercher les financements et les régler. Non pas simplement considérer qu'après qu'il y ait des inondations, que maintenant on tombe dans la période sèche, allez, on a tout oublié, on attend l'année prochaine pour recommencer les mêmes choses. Je crois que nous sommes arrivés, nous avons voulu impliquer un changement et nous allons l'opérer à partir de maintenant. Fermeté, rigueur et sensibilisation ont été les mots du chef de l'État à l'endroit des autorités communales pour éviter toute perte en vie humaine durant la saison pluvieuse. L'Association des municipalités du Burkina Faso tient son 6e congrès les 19 et 20 août 2016 à Ouagadougou sous le thème « Rôle et place des communes dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS ». Créée le 2 décembre 1995, l'Association des municipalités du Burkina Faso, abrégée AMBF, regroupe toutes les 49 communes urbaines et 302 communes rurales que compte le pays. Les objectifs spécifiques que vise ce congrès, premièrement, c'est son thème, s'approprier le nouveau référentiel du développement économique et social du Burkina, c'est-à-dire le PNDS. Ensuite, relire, faire un toilettage de nos textes fondamentaux, le statut et le règlement intérieur, pour les adapter à la nouvelle vie de nos collectivités. Président d'honneur de l'AMBF, le ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation, Simon Compaoré, n'a pas manqué de leur rappeler leurs devoirs et de leur rassurer de l'accompagnement de l'État. La fonction de maire est indubitablement délicate. Je vous exhorte de vous placer à bonne distance des intérêts bassement matériels au profit de la construction du mieux-être de vos communautés. L'État mesure à sa juste valeur l'immensité de vos tâches et reconnaît l'importance de votre rôle de leader dans la transformation structurelle de la démocratie à la base et du développement de notre pays. C'est pourquoi il est envisagé de revoir le statut de l'élu local pour, d'une part, préciser les attentes de l'État à votre égard et d'autre part, adoucir un tant soit peu les exigences de votre fonction. Mon département ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans votre noble tâche qui est de piloter avec et pour les populations de vos cités les actions qui sont à même d'améliorer leur bien-être et leur mieux-être.
Encore appelé Congrès de la Renaissance, ce 6e congrès de l'AMBF sera un cadre de concertation, de partage d'expériences et d'échanges avec le Premier ministre et le ministre d'État. Le système éducatif burkinabé va mal. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Le diagnostic est déjà posé et plusieurs tentatives de solutions ont été envisagées pour qu'enfin le système éducatif burkinabé soit en phase avec les réalités du monde de l'emploi. Toutes ces tentatives se sont montrées infructueuses, voire inadéquates. La coordination nationale des universitaires et experts associés du mouvement du peuple pour le progrès a décidé donc de passer la problématique au peigne fin pour une reconfiguration du système éducatif du Burkina Faso en phase avec les défis de son développement. Jusqu'ici, on n'a fait que poser le diagnostic et énoncer les lignes générales pour la réforme. Mais les mesures pratiques pour y arriver n'ont jamais été formulées. Aujourd'hui, il faut formuler des mesures pratiques. On ne peut pas continuer à orienter 80 à 90% des élèves vers des enseignements généraux qui débouchent sur le chômage. Il faut commencer quelque part et au sortir de cette rencontre, il nous faut indiquer le chemin par lequel il faut passer pour que désormais, dans les années à venir, nos jeunes ne soient pas envoyés au casse-pipe. Il est donc plus urgent d'aller au-delà des visions prospectives pour proposer des solutions concrètes et pérennes afin de donner confiance à la jeunesse burkinabé dont la proportion scolaire et estudiantine est de plus en plus croissante. Les statistiques de la dernière année académique nous donnent une idée de l'engorgement au niveau de notre système éducatif. Au niveau primaire, on compte 2 706 000 élèves. Au secondaire, nous sommes à 965 550 élèves. Enfin, à l'université, nous sommes à 122 667 étudiants. Cela se traduit par des effectifs de plus de 100 élèves dans les salles de classe au primaire et au secondaire. Il convient également de remarquer que 80 à 90% des élèves sont orientés vers l'enseignement général. Ces chiffres démontrent que le chemin vers le blocage est réel et imminent. Face au grave dysfonctionnement structurel de notre système éducatif, nous avons l'obligation, devant l'histoire et vis-à-vis du peuple laborieux du Burkina Faso, de prendre des décisions fortes, courageuses, pour prévenir un blocage inexorable et total de notre système éducatif. Un dialogue de tous les acteurs du système éducatif, une volonté politique bien affichée, surtout sur le plan financier, sont plus que nécessaires pour une réforme qualitative du système éducatif. Après la parution de son premier roman fugitif, Idrissa Ouedraogo, dit Idé Ouedraogo, revient avec une toute nouvelle œuvre, Saison des Ignares, qui est une autobiographie de l'auteur qui retrace la traversée de son enfance jusqu'à l'orée de son adolescence. À vrai dire, c'est un essai de description d'expériences vécues entre le CP1 et le CM2 à l'école primaire publique de Zignaré. À l'époque où le pays s'appelait encore la Haute-Volta, en termes de relations entre les élèves adolescents et adolescentes, avec leurs parents, avec les enseignants, avec les personnes du village, c'est vraiment une description du vécu, de tranches de vécu dans un espace villageois d'un point de vue adolescent. Au-delà des écrits romanesques, Saison des Ignares est avant tout un héritage, un partage d'expériences. J'ai eu des expériences qui m'ont marqué à travers les camarades, à travers les enseignants, à travers les circonstances de la vie, et j'ai beaucoup appris à travers ces événements, ces expériences, ces maîtres et les circonstances. Et j'ai voulu les partager. Et quand on partage, l'objectif c'est que la personne à qui cela est donné ou concédé prenne connaissance, l'utilise
pour son grand bien. Et c'est dans cet objectif que j'ai écrit ce roman. On a un camarade bien burkinabé qui relate un peu le chemin parcouru. C'est important pour les jeunes. Ils ne savent pas d'où nous venons. Ils ne savent pas quelles étaient les conditions dans lesquelles nous avons étudié. Il nous arrive souvent même de dire à nos enfants, mais faites un peu d'effort parce que nous, les plus chanceux avaient une lampe tempête. Sinon les autres, c'était une petite boîte de Nescafé avec la valve d'une chambre à air qu'on fixe au milieu, avec un peu de cotonnade un peu au-dessus, et puis à l'intérieur, il y avait soit du beurre, soit en tout cas un peu de pétrole. C'est avec ça là qu'on s'éclairait pour étudier. Voilà. Aujourd'hui, il y en a qui ont des néons avec des va-et-vient. Bon, ils ont des iPads, ils ont des smart, etc., tout ce qu'ils veulent. Bon, mais apparemment, on se rend compte qu'ils ne font pas autant d'efforts. Bon, je pense qu'en lisant ceci, ils comprendront que c'est au bout de l'effort qu'on trouve véritablement le succès. Saison des Ignorés est un roman de 97 pages qui relate ainsi le leurre et lueur de la vie d'un écolier africain adolescent au village. À la veille de la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, vient de naître un partenariat entre deux instituts pour un développement centré sur l'être humain. La signature de l'accord de coopération internationale entre l'Institut supérieur de sécurité humaine et Aix-Marseille Université est un acte fort. Un acte fort, pourquoi? Parce que deux institutions décident de se mettre ensemble, de mettre en commun leurs intelligences pour agir en faveur de l'être humain, agir en faveur d'un développement différent, un développement dans lequel la sécurité sera une question centrale. J'entends par sécurité aussi bien la sécurité sanitaire, la sécurité économique, la sécurité environnementale, la sécurité politique. Donc la sécurité déclinée dans tous ces secteurs, et d'avoir un partenaire comme l'Université d'Aix-Marseille aux côtés de l'Institut supérieur de sécurité humaine, qui est jeune, qui n'a que 2 ans, mais qui a de grandes ambitions pour le Burkina Faso, pour l'Afrique et le monde, était pour nous quelque chose d'essentiel. Et cet accord va ouvrir des perspectives pour les enseignants de part et d'autre, pour les étudiants, des perspectives dans le domaine de la recherche, de la coopération scientifique, et ceci ne peut que nous réjouir. L'apport de l'université française à l'ISSH sera plus axé dans le domaine de l'anthropologie, dont le but est la sécurisation de l'être humain. L'université Aix-Marseille est le premier partenaire européen à tendre une main fraternelle à l'ISSH. Plus particulièrement, à travers son département d'anthropologie, cette discipline qui ne cesse de suivre l'évolution de l'homme et de souhaiter qu'il ne disparaisse comme l'a fait le dinosaure. Ce département fournira aux étudiants en formation initiale et aux professionnels en formation continue un enseignement théorique et une formation à la recherche appliquée en anthropologie de l'humanitaire, ainsi que l'encadrement des travaux et stages d'application locaux. Et j'ai, comme vous l'avez appris tout à l'heure, coopéré pendant 8 ans ici, à l'université de Ouagadougou, au même département avec le professeur Samou. Donc c'est toute l'expérience acquise là que je ramène ici dans cette nouvelle acte de coopération. Et voilà, maintenant je veux travailler continuellement et régulièrement avec l'Institut et tenter d'apporter, vous savez, je suis un peu vieux, j'ai de l'expérience, mon université est vieille, l'Institut est jeune, on peut donc contribuer à renforcer les capacités en formation et en recherche de l'Institut. Ouvert en 2014 et premier du genre en Afrique, l'Institut supérieur de sécurité humaine se veut être une référence sur le continent en formant des leaders qui réfléchiront et apporteront des réponses aux différents soubresauts, aux risques et menaces que court l'homme.
Roudga en main, une voix mélodieuse et rassurante, Émile Kafando fait son entrée dans la salle où l'attendent de journalistes, parents et amis. Objectif, présenter sa nouvelle œuvre discographique de 12 titres savamment orchestrés par une équipe rompue à la tâche, dont Zakaria Mamboué comme arrangeur et Yves de Bemboula dans le mixage. Produit par Boomer Media Service, cette œuvre bâtie autour du roudga, violon traditionnel Mossi, est un savant mélange entre la tradition et la modernité. Et pour son parrain, qui n'est autre que le célèbre Alif Naba, son filleul est une source d'inspiration. C'est un artiste qui mérite qu'on l'encourage, vu son histoire est habitée, sa musique est très habitée. C'est un papa qui a, je pense, a changé la vie de beaucoup de gens aussi, de par son message. Et pour moi, des artistes pareils ne doivent pas être méconnus. Donc c'est tout à fait normal. Moi, je puise mon inspiration partout. Et M. Émile Kafando est un artiste majeur dans la voie qu'il a choisie. Est un artiste qui, éventuellement, saura faire parler de lui. Vous allez voir de toute façon que ses chansons sont très habitées et parlent à chacun de nous. Chanté exclusivement en langue mouaga sur des airs de blues, de jazz, d'afro-soul dans une thématique variée, l'album Taras Beuriele est un véritable chef-d'œuvre et mérite d'être écouté et réécouté. Ce sont des paroles de profonde sagesse. Et celui qui se laisse vraiment habiter par l'esprit et qui écoute ce qui est dit dans ces paroles doit se poser la bonne question et se donner la meilleure réponse. La vie sur terre, quelle que soit sa longueur, a nécessairement une fin. Et la qualité de ce que nous vivons, c'est ça qui prépare notre lendemain, qui prépare notre éternité et qui est aussi visible sur terre pendant que nous y sommes. Donc vraiment, c'est un peu ces paroles qui m'ont touché il y a à peu près 5 ans. Et j'ai décidé par la grâce de Dieu de le produire il y a 5 ans. Et c'est après 5 ans que nous faisons sortir cet album. La particularité de l'album ne réside pas seulement dans le message, mais aussi le clip qui sort de l'ordinaire. On y voit des acteurs qui interprètent des rôles sur les paroles chantées par l'artiste. Reste à promouvoir cette œuvre pour que tous les mélomanes d'ici et d'ailleurs profitent de la richesse artistique et des paroles de sagesse qui y sont véhiculées. Ce qu'on fera, c'est déjà, comme on le dit, nous-mêmes on profite déjà aussi. Mais on essaiera donc avec tout le monde de voir qu'est-ce qui peut être mis dans les plans ensemble pour que le papa puisse avoir plus d'espace, d'expression. C'est le plus important, quoi. Donc au-delà du fait que ce soit moi, c'est aussi tout le monde. C'est tout le monde qui doit donc mettre sa main là-dedans pour que les portes s'ouvrent pour lui. Et si nos conseils peuvent aussi servir, en tout cas nos conseils, on ne sera pas en avare en concert en tout cas. En termes de plan de promotion, il y aura déjà la promotion classique que tout le monde fait quand on lance un album. Nous ferons bien sûr des choses pareilles, mais il y aura aussi des choses exceptionnelles que vous allez découvrir au fur et à mesure que l'album avancera et se nourrira. Et nous disons bon vent à l'artiste Émile Kafando et bon vent au Roud Gospel. Cadre de rencontres spirituelles, l'événement Une journée dans la parole est cette année à sa 10e édition. Initié en 2007 par le bishop Claver Yameogo, fondateur du ministère évangélique de puissance MCC, cette rencontre annuelle réunit les chrétiens le temps d'une journée afin de prier pour la nation et recevoir des messages de qualité. Cette 10e édition a connu la participation de plusieurs hommes de Dieu venus de la France, la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Burkina Faso.
Tour à tour, ils ont permis au peuple de Dieu de se ressourcer dans la parole de Dieu autour du thème « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Il y a une différence entre la gloire et la puissance de Dieu. Quand tu es nouveau converti, tu t'armes de la puissance de Dieu. C'est ce qui sort du cœur de Dieu lui-même. Sa gloire, c'est la manifestation tangible de Dieu parmi son peuple. Lorsque la gloire de Dieu t'envahit, ta vie est impactée. Notre souhait est que Dieu se révèle dans sa gloire à son peuple. Cette année, au lieu d'une journée, l'activité s'est tenue en 3 jours avec une palette d'activités. Pour cette 10e édition, nous l'avons étendue sur 3 jours officiels. On a fait une veillée le vendredi, on a fait un culte spécial le dimanche et aujourd'hui, lundi, c'est une journée dans la parole. Et le thème est sous le prophétique, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Une journée dans la parole, c'est vraiment amener les gens au pied du Seigneur pour écouter sa parole, prier, louer, adorer et puis repartir béni. Assurément, le peuple de Dieu repart béni, rempli de la gloire de Dieu pour remporter des victoires. En chœur, il chante alors avec le pasteur Aïe Apollinaire de la Côte d'Ivoire.